Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aujourd'hui à la fongibilité des crédits. Il s'agit ici d'approfondir nos connaissances de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dites LOLF et plus particulièrement de la manière avec laquelle ce texte a entendu améliorer la gestion publique. Souvenez-vous, il s'agit de l'un des deux fils directeurs qui vous a été présenté notamment dans la vidéo consacrée à ce texte organique, l'un des deux fils directeurs permettant de comprendre pourquoi ce texte a vu le jour en 2001. Cet objectif d'améliorer la gestion publique va bien évidemment solliciter les acteurs de l'exécution budgétaire et en particulier les ordonnateurs, les décideurs publics, ceux qui ont en charge l'usage ou en tout cas de décider de l'usage qui sera fait des fonds publics. L'idée a été de confier aux gestionnaires publics une responsabilité plus importante en matière d'emploi des fonds publics et pour ce faire de lui accorder une liberté dont il ne disposait pas au préalable. Alors, pour comprendre effectivement les tenants et les aboutissants de cette fongibilité des crédits, nous allons faire un petit détour par ce qui se passait dans le cadre de l'ordonnance du 2 janvier 1959 pour comprendre finalement quelles étaient les contraintes qui s'imposaient alors aux décideurs publics. Il faut se remémorer, nous l'avons étudié en temps utile lorsque, dans les premières vidéos de ce cours, nous avons envisagé la notion de dépenses de l'État et surtout les catégories de dépenses de l'État. Souvenez-vous, les 4 principales catégories de dépenses de l'État, en tout cas telles que la classification par nature de l'État nous permet de les distinguer, conduit à identifier les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, les dépenses de personnel, mais également les dépenses d'intervention. Il faut également se souvenir que dans le cadre de l'ordonnance de 1959, la répartition des crédits qui était opérée entre ces différents postes de dépenses était une répartition impérative. Il faut comprendre qu'une fois que la loi de finances a été adoptée, à partir du moment où les flux financiers se mettent en mouvement et que finalement, au niveau d'un service administratif, l'enveloppe de crédit est mise à disposition du gestionnaire public, celui-ci dispose bien d'une enveloppe globale de crédit, il a un montant, un budget prévu pour le fonctionnement de son service, mais au sein de cette ligne de crédit, on vient bien distinguer les dépenses par nature et principalement celles que je viens de citer. Donc très concrètement, comptablement parlant, cela supposait effectivement une limite dans l'emploi, dans l'usage de ces fonds publics, car très concrètement, arrivé par exemple au mois de septembre, au mois d'octobre, si ce décideur public avait l'envie de réaliser une dépense d'investissement, alors qu'en définitive sur sa ligne de crédit correspondante, il ne disposait plus d'argent suffisamment en caisse pour réaliser cette dépense, eh bien il était finalement pieds et poings liés, alors même que sur d'autres lignes de crédit, par exemple dépenses de personnel ou dépenses de fonctionnement, la somme nécessaire était bien présente, mais ne pouvait pas être utilisée pour la dépense d'investissement. La présentation et donc la répartition des crédits entre ces différents postes de dépenses par nature était donc impératif, ce qui signifiait très clairement que le décideur public, que l'ordonnateur, n'avait pas la possibilité d'utiliser des crédits disponibles sur la ligne dépenses de fonctionnement pour réaliser des dépenses d'investissement. Voilà quel était le cadre juridique applicable aux dépenses de l'État avant la LOLF, tel que s'appliquant aux ordonnateurs, aux décideurs publics. Souvenez-vous qu'avec la LOLF, l'objectif a été de rénover, d'améliorer la gestion publique, de faire en sorte que finalement les dépenses soient réfléchies, soient adaptées au contexte. Et bien évidemment, l'adaptation au contexte doit se faire au plus proche du terrain. Il est assez difficile, et on l'a envisagé à plus d'un titre, lorsque la loi de finances est adoptée pour une année donnée, on comprend bien qu'on se projette sur plusieurs mois à venir, que des obstacles, que des circonstances, que des événements peuvent effectivement conduire à ce que des dépenses initialement envisagées ne puissent plus l'être. Et finalement, il peut revenir au gouvernement de corriger sa copie au moyen d'une loi de finances rectificative. Ce cadre juridique a été revu avec la LOLF de manière à obtenir que chaque gestionnaire public, que chaque décideur public s'engage sur des objectifs
sur des résultats à atteindre. C'est la logique de performance qui constitue, vous le savez, l'autre fait caractéristique de la LOLF, le terme de performance qui a été introduit dans le corps même du texte organique et qui doit conduire chaque administration en matière d'usage des fonds publics qui sont à sa disposition à raisonner en termes d'objectifs et de résultats. Il ne s'agit plus de réaliser une dépense coûte que coûte, il s'agit de la réaliser en ayant quelques certitudes sur les résultats que l'on va obtenir, sur l'efficacité, sur l'efficience de la dépense. C'est toute cette notion de performance qui, vous le savez, est censée désormais piloter l'action de l'administration et en l'occurrence l'action de l'État, notion de performance que nous avons précédemment étudiée dans les épisodes consacrés effectivement à l'étude de la logique de performance introduite dans le fonctionnement de l'administration et consacrée également aux objectifs et aux indicateurs fixés à l'administration pour améliorer la gestion publique. C'est tout à fait dans cette logique-là que la fongibilité des crédits va s'inscrire, c'est-à-dire cette nouveauté introduite par la LOLF qui va permettre aux gestionnaires de découvrir une liberté qu'ils ne maîtrisaient pas, dont ils ne disposaient pas jusqu'alors, une liberté dans l'emploi des fonds publics aux fins de réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, car effectivement la tonalité sera la même pour l'ensemble des services administratifs de l'État, centraux, déconcentrés. On va fixer des objectifs, notamment au travers des projets annuels de performance, et on va vérifier les résultats obtenus au travers de ces rapports annuels de performance. Je vous renvoie aux vidéos dédiées pour l'étude de cette notion de performance. Vous avez plusieurs vidéos qui ont été consacrées à l'introduction de la performance dans le fonctionnement de l'administration et dans la mesure de l'activité de l'administration, avec quelques exemples bien ciblés qui vous permettent de distinguer les différents objectifs que l'on peut envisager pour mesurer l'activité de l'administration. Ceci vous sera bien évidemment très utile pour comprendre que pour atteindre ces objectifs, encore fallait-il donner aux gestionnaires publics un minimum de liberté pour pouvoir justifier en fin d'année des résultats qu'il a obtenus, qu'ils soient finalement positifs, objectifs atteints, ou négatifs, c'est-à-dire objectifs non atteints dont il devra répondre devant ses supérieurs hiérarchiques. Pour offrir effectivement cette possibilité, alors dont il devra répondre devant ses supérieurs hiérarchiques si on est effectivement dans le cadre hiérarchique, bien évidemment, arrivé en haut de l'échelle, on se retrouve avec un ministre qui va bien évidemment se retrouver responsable des résultats de son administration, en principe devant les assemblées parlementaires, à charge pour celles-ci d'en tirer les conséquences. Ça, c'est l'objet effectivement d'autres pans du cours dans lesquels nous pourrons apprécier dans quelle mesure le Parlement s'est approprié cette logique de la LOLF et finalement en tire ou non les conclusions lorsqu'il adopte les lois de finances qui lui sont soumises et tire les conséquences d'un échec ou d'une réussite au niveau des objectifs qui ont été fixés par l'administration. Alors tout ceci devait, pour pouvoir se concrétiser, se traduire au niveau d'une liberté dont ne disposaient pas les ordonnateurs jusqu'alors, les gestionnaires publics, une liberté dans l'emploi des fonds publics. On comprend tout à fait que si l'on dupliquait finalement le système de l'ordonnance de 1959, à savoir une répartition impérative des crédits mis à sa disposition, cela finalement empêchait le gestionnaire public de faire un emploi peut-être plus approprié des fonds mis à sa disposition, tenant compte des circonstances, des événements qui ont pu se passer depuis effectivement l'adoption de la loi de finances. Alors c'est cette évolution qui se concrétise au travers de ces deux notions clés que sont les notions de globalisation et de fongibilité des crédits. On parle d'une globalisation des crédits lorsqu'on parle de cette enveloppe de crédit qui est mise à disposition du gestionnaire public, du décideur public, qui va devoir décider de l'emploi de ces fonds, du meilleur emploi de ces fonds, en fonction des objectifs qui lui ont été fixés. C'est ce qui explique que si les crédits sont toujours répartis en fonction des catégories de dépenses, c'est-à-dire que l'enveloppe se finalise, se précise en distinguant effectivement les dépenses de fonctionnement, d'investissement, de personnel ou encore d'intervention, il faut savoir que cette répartition n'est plus impérative comme elle l'était dans le cadre de l'ordonnance de 1959, elle est devenue indicative. Elle est devenue indicative parce qu'en effet, on offre désormais la possibilité aux gestionnaires publics de faire
usage d'un pouvoir de fondre les crédits finalement les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire de déplacer des crédits d'une ligne à une autre pour finalement atteindre un objectif qui lui a été fixé et l'atteindre de la meilleure manière possible. Prenons l'exemple de la sécurité routière. Que peut-on faire pour limiter le nombre de tués et d'accidentés sur la route? Eh bien, plusieurs options sont à disposition du gestionnaire. Peut-être va-t-il engager des actions de formation, de prévention à destination peut-être des jeunes, avec effectivement des dispositifs mis en place pour les informer sur les risques encourus à la sortie par exemple des boîtes de nuit, ou alors peut-il œuvrer dans le répressif, c'est-à-dire décider de l'installation de plus de dispositifs de constat des infractions au code de la route, les fameux radars implantés sur le territoire national, qui vont effectivement avoir un usage ou en tout cas un effet plus répressif que préventif. En fonction de la décision qui va être prise, il faut bien comprendre que par nature les dépenses ne seront pas les mêmes. Si on envisage l'implantation de plus de radars sur le territoire national, il va de soi que essentiellement ce seront des dépenses d'investissement qui seront à réaliser. A l'inverse, si ce sont essentiellement des dépenses de formation, on va effectivement avoir des dépenses de personnel, mais effectivement et également des dépenses de fonctionnement. En tout cas, ici au travers de cet exemple, je veux vous faire comprendre que, en fonction de la décision qui sera prise par le gestionnaire public pour atteindre son objectif, en l'occurrence réduire le nombre de tués et d'accidentés sur la route, eh bien, sa décision va bien évidemment avoir une incidence sur les dépenses qui seront réalisées et sur donc la nature de la dépense à réaliser. Alors, techniquement, eh bien, cette fongibilité des crédits permet au gestionnaire de prendre la décision qui lui semble la meilleure, non pas en tenant compte des crédits qui lui sont mises à disposition en fonction de la répartition, qui n'est plus impérative mais indicative, et qui lui permet donc finalement de déplacer des crédits d'une ligne à une autre si cela s'avère nécessaire. S'il décide d'implanter plus de radars sur le territoire national et qu'il ne dispose plus de suffisamment d'argent sur la ligne dépenses d'investissement, eh bien il peut se permettre de déplacer des crédits par exemple de la ligne dépenses de fonctionnement où il reste suffisamment d'argent sur cette ligne de crédit pour alimenter la ligne dépenses d'investissement. Alors c'est ça la fongibilité des crédits. C'est la possibilité offerte au gestionnaire public, à l'ordonnateur, de pouvoir déplacer des crédits d'une ligne de crédit à une autre. Alors cette fongibilité rencontre toutefois une limite. On dit d'ailleurs qu'il s'agit d'une fongibilité asymétrique, car en effet, on a mis à part dans ce dispositif les dépenses de personnel. Souvenez-vous, les dépenses de personnel, la problématique des dépenses de personnel, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons apprécié les dépenses de l'État. Vous avez eu une vidéo dédiée sur les dépenses de personnel de l'État. On se souvient de l'importance de ces dépenses de personnel au sein des dépenses de l'État, 40% approximativement et en moyenne sur ces dernières années. Des dépenses de l'État sont consacrées à ces dépenses de personnel. On comprend que effectivement on ne peut pas se permettre finalement de laisser aux responsables d'un service la pleine et entière liberté finalement d'augmenter la charge de personnel qui aggraverait encore la situation et ce pourcentage, ce positionnement en valeur relative des dépenses de personnel parmi les dépenses de l'État. Et c'est ce qui explique que les dépenses de personnel ont été mises à part, c'est-à-dire que la fongibilité les concernant est asymétrique. Très concrètement, cela signifie qu'il est possible de prélever sur la ligne des dépenses de personnel pour alimenter les dépenses de fonctionnement ou les dépenses d'investissement. En revanche, l'inverse est impossible. Il n'est pas possible de prélever sur la ligne des dépenses de fonctionnement pour abonder la ligne des dépenses de personnel. La décision ne peut pas être confiée à un responsable de service, puisque bien évidemment ici, il faut comprendre que le poids, la masse des dépenses de personnel va relever finalement d'une décision prise au niveau du gouvernement qui ne pourra pas faire l'objet d'une délégation et on ne peut donc pas imaginer qu'un responsable de service à qui on accorderait cette fongibilité des crédits eh bien, puisse finalement alourdir d'autant la dépense de personnel, la charge de personnel en recrutant par exemple du personnel par voie contractuelle. Alors bien évidemment,
dans l'absolu, voilà ce qu'offre la LOLF. Il est bien évident qu'au sein des services administratifs, cette fongibilité des crédits n'a pas atteint tous les services en termes déconcentrés. Dans l'absolu, probablement qu'on avait pu envisager de confier cette responsabilité, cette liberté, y compris au niveau des services déconcentrés de l'administration. Finalement, la pratique de la fongibilité des crédits dépend des secteurs ministériels. En fonction des ministères, les niveaux de responsabilité en termes de fongibilité des crédits ne se situent pas à la même hauteur. Et c'est probablement un regret que l'on peut avoir au niveau de la fongibilité des crédits, cette tendance qu'ont eu les services ministériels à retenir finalement cette liberté, qui n'est donc pas offerte à tous les gestionnaires publics, à tous les décideurs publics, qui dépend finalement d'un choix ministériel, gouvernemental, de confier ou non aux différentes strates administratives, aux différents niveaux de responsabilité en termes d'emploi des fonds publics, cette liberté en termes de fongibilité des crédits. Alors je viens de l'indiquer, c'est un regret que l'on peut avoir, alors que nous sommes en 2020, que nous avons maintenant plusieurs années de pratique de la LOLF à notre actif, à notre disposition. Il y a bien évidemment, au-delà des objectifs qui avaient été fixés dans le cadre de la LOLF, un certain nombre de points d'ombre encore qui subsistent aujourd'hui. Celui-ci en fait partie, car bien évidemment, l'objectif des parlementaires auteurs de la LOLF, auteurs du projet de loi organique concernant la LOLF, avait bien en visuel l'idée que la décision puisse finalement être prise assez proche du terrain pour faciliter finalement l'adaptation de cette décision aux objectifs à atteindre et finalement de limiter les gaspillages d'argent public auxquels on pouvait assister dans le cadre de l'ordonnance de 1959 et dont on aura l'occasion de reparler à l'occasion d'une prochaine vidéo.